Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Officieux. Comédien, humoriste et créateur de contenu, Antoine ne fait pas dans le superficiel. Il casse les codes du masculin et ose s'ouvrir à sa vulnérabilité. Il nous raconte comment, à l'approche de ses 30 ans, il a pris un virage professionnel à 180 degrés pour enclencher son rêve. On parle de bonheur. Il y a de l'extraordinaire dans l'ordinaire. L'ordinaire, c'est bien. Tu vois, quand tu regardes tes vacances et que tu adores ces vacances-là, c'est pourquoi? C'est que, en fait, t'es avec des gens que t'aimes, il y a un peu de soleil, il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Justement, apprécier la simplicité avant tout. En fait, c'est cette douceur et c'est tous ces petits moments qui, pour moi, font le bonheur. Et c'est pas forcément d'aller réaliser ses rêves qui fait que tu seras heureux. Avec Antoine, on aborde aussi la question des relations et de l'injonction de l'amour dans le quotidien. Et si le célibat était un cadeau? Le célibat long terme te permet de vachement bosser sur tes trucs. Et je trouve de te reconnecter avec toi pour être après mieux. Tu vois, moi, toutes ces années de célibat, le jour où je suis en couple, je me dis, mais ça m'aura servi vraiment à être, je pense, une meilleure personne en couple. On discute aussi de la difficulté à se connaître soi-même. C'est-à-dire qu'on dit toujours si, va voir un psy, mais tout le monde n'est pas fait de la même manière. Je pense que les thérapies et autres, ça correspond aussi à un type de personne à qui ça peut faire du bien, tu vois. Comme t'as des gens qui du coup vont être en thérapie toute leur vie. Car oui, se chercher toute une vie ou au contraire, trouver un déclic en quelques mois, tout dépend du chemin. Mais j'apprends à m'aimer aussi tous les jours et puis je me redécouvre aussi, tu vois, parce qu'on change. Et en fait, s'aimer, je pense que c'est un peu l'histoire d'une vie. Antoine, c'est de l'amour, de la gentillesse et de l'authenticité. J'ai adoré cet échange, j'espère que ça sera également ton cas. Je tiens à préciser d'ailleurs que cet épisode a été enregistré avant mon voyage au Brésil, ce qui peut expliquer certaines choses que je raconte dans l'épisode avec Antoine. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire, c'est ce qui aide grandement ce podcast à faire sa place, donc n'hésite pas, ce podcast est gratuit, ça te prend 2 petites secondes pour le soutenir. Je te souhaite une excellente écoute et je n'oublie pas de rappeler que ça a été enregistré au M Social Opéra à Paris, un endroit absolument incroyable où j'ai la chance d'enregistrer mes interviews. Bonne écoute. Salut Antoine. Salut. Comment, j'ai envie de te poser la question, comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien. Vraiment Ah ouais, non, si, ça va très bien. Mais moi je vais bien depuis que je monte sur scène. Je vais bien tout le temps maintenant, depuis que je monte sur scène. Mais là je rentre d'une partie de la tournée où j'ai joué 4 dates dans 4 villes différentes la semaine dernière. Ouais. Donc, et puis là, je repars demain. Donc, tu me chopes au moment où je joue juste à Paris et je repars. Et tu étais à Brest, hein, chez les Bretons. Exactement, et Rennes aussi, chez les Bretons. Ouais. Public incroyable, évidemment. Évidemment, les Bretons. Alors, j'ai envie de dire que c'est les meilleurs, mais en fait, les gens du Nord aussi sont les meilleurs. Ouais. Les gens d'Avignon étaient absolument incroyables aussi. Ouais. En fait, du coup, j'ai l'impression que dans chaque ville, je me dis, mais non, c'est ici que c'est le meilleur public. Et en fait, à chaque fois, c'est les meilleurs publics partout. Les êtres humains sont les meilleurs. J'ai un doute là. Les animaux sont les meilleurs, voilà. Mais les êtres humains, oui, sont mignons. En tout cas, j'ai pensé à toi quand je t'ai vu à Brest parce que je suis breton, donc forcément. T'es de Brest? Non, enfin à côté, à Morlaix. T'es sûrement passé par Morlaix, son viaduc, j'imagine. Alors je suis passé par la gare, qui est très jolie à Morlaix. Ouais. Je sais pas quoi te dire, donc je vais répondre ça. C'est sublime, la gare est top. Il y a de très belles vues, les arbres sont chouettes, ce qu'ils ont planté là-bas, c'est très très bien. C'est une ville fleurie, non? Ils ont 4 étoiles au moins, ville fleurie. Hein. Non, là je vois que tu dormais dans le train. Voilà, allez, Brest c'était cool. Brest par contre, quand t'arrives, c'est vraiment chouette. Je prends un petit pont et tout. Arrête, c'est sûrement l'une des plus moches villes. J'adore Brest, hein, mais pas pour on n'est pas à Nice, quoi. Ah oui, donc, d'accord. Oui, mais je sais pas, en fait, j'ai trouvé que... Ou alors c'est peut-être parce que je me suis baladé que dans les petits trucs qu'il fallait, mais je trouvais que je m'attendais à ce que ce soit... En fait, on m'a tellement dit que c'était pas beau. Ah ouais. Et du coup, quand j'y suis allé, je me suis dit, tu sais, c'est toujours la même chose. Si on te dit qu'une ville est magnifique, t'y vas, tu te dis... Ouais, alors attends, c'est pas si beau. Et là, Brest, comme il dit vraiment, c'est horrible. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, quoi. Et surtout que la nana du TGV, en arrivant, te dit quand même bienvenue à Brest, la plus belle ville de France. C'est pas vrai. Donc moi, j'ai cru. Ah oui. Très bien. Ah oui, ça, j'ai jamais entendu. Voilà, écoute, c'est la contrôleuse de SNCF qui a dit ça. En tout cas, je t'ai vu en spectacle la semaine dernière. J'ai adoré, mais adoré, plus. J'étais sur le cul. Honnêtement, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je connaissais des réseaux sociaux. Antoine Officieux sur Instagram, tu fais de l'humour. C'est mon meilleur ami qui m'avait envoyé un jour un réel. Et du coup, l'opportunité de t'interviewer est arrivée et l'opportunité de te voir en spectacle aussi. Et franchement, mais... Je m'attendais pas à autant de sincérité, de sensibilité, d'authenticité, et je trouve que c'est un spectacle absolument à voir aujourd'hui dans le paysage, en tout cas humoristique. C'est une nouvelle patte, une nouvelle façon de faire, et
Et franchement, je suis fan. Si t'as plus envie que je parle, le meilleur moyen c'est de me faire des compliments parce que du coup je sais plus du tout quoi dire. Non mais merci voilà, mille fois parce que ça me touche beaucoup et enfin tous les retours me touchent énormément sur le spectacle et je m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait autant de retours où j'ai l'impression que ça va toucher au petit cœur des gens quoi. Et c'est ça où je suis trop content. C'est pas hilarant ou pas, mais je sais que ça touche les gens quoi. Alors c'est hilarant et touchant. Merci. Et c'est le mélange des deux qui crée un vrai moment unique en tout cas, où on se remet à la fois en question, et on va parler justement de toutes ces remises en question que tu abordes dans ce spectacle, et en même temps avec de l'humour, et cet humour fait du bien pour ne pas dramatiser justement ces remises en question qui peuvent être un peu lourdes, et j'en parle souvent dans mon podcast, donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme toi. Ok, on peut se poser des questions et le faire avec en riant. Ah oui. Ah mais complètement. Ah mais bien sûr. Et puis il faut surtout, je pense que de rire un peu de sa situation, de soi, avant tout, plus que de rire des autres, rire de soi. Je pense que c'est ce qui te fait avancer aussi et ce qui te fait continuer en te disant, ok, en fait, on a tous une lourdeur en nous, on a tous tu sais, on porte tous, c'est un peu ce que je dis dans le spectacle, tu vois, ces petits bagages qu'on a là, à un moment, des émotions, des sentiments, de ton passé, de tes traumas, de tout ça. Donc tu passes ta vie un peu comme toi avec une valise, tu vois, comme ça, que tu trimbales. Et je trouve que c'est de rire de ça, ça permet à la valise d'être un peu moins lourde, quoi. Voilà. Avant d'arriver sur scène et de tous les sujets dont on va parler, des complexes, de l'empathie, de l'émotionnel qu'un homme peut ressentir aussi, tu parles beaucoup justement, tu déconstruis un peu les hommes. J'aimerais bien savoir comment tu t'es retrouvé sur scène depuis 6 mois à tenir un spectacle d'1h30, quelle est l'audace qui s'est passée dans ta tête pour te dire je vais quitter ma vie d'avant, ma vie d'après. Et la question que j'aime souvent poser au début, voilà, en fait, tu sais, là je m'emballe parce que j'oublie toutes les questions que je suis censé poser. T'inquiète, suivons le fil. Toi aujourd'hui, je t'invite à une soirée. Oui. Tu connais personne, tu te présentes comment ? Ah, tu veux dire mon métier ? Bah non, une soirée. Ah, vas-y. Oui. Écoute, je crois que maintenant je dis que je suis comédien. Mais ça fait vraiment pas longtemps. Je crois que ça fait 1 mois que j'ai réussi à passer le cap un peu de dire ça. Avant, je parlais de ma boîte d'avant que j'avais. Et donc, je disais que j'étais entrepreneur, etc. Mais même encore là, jusqu'en janvier, février, je disais en ce moment, je fais un spectacle. Mais tu vois, ce qui voulait rien dire sur mon métier même. Je disais juste j'ai un spectacle et je fais un peu de vidéos sur Instagram. Et après, au fur et à mesure, là maintenant, j'arrive à me dire, ok, si c'est vraiment mon métier, donc je peux dire que je suis comédien, quoi. Voilà. C'était quoi tes rêves quand t'étais petit ? Exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est vrai ? Ouais. Je sais. C'est-à-dire, non, j'adore. Cette question, elle n'est pas par hasard. Les gens qui écoutent mon podcast ont souvent vu le lien que je fais entre les rêves ou les activités des enfants et ce qu'ils font après. C'était vraiment ça. En fait, dans ma tête, dès petit, peut-être 7 ans, ou c'est à peu près là où j'ai des souvenirs, tu vois, mais de me dire, j'ai envie de monter sur scène. Quand j'allais voir des spectacles, ma mère, elle nous emmenait beaucoup voir de spectacles. Et quand je les voyais, je me disais, j'ai envie d'être sur scène, quoi. J'ai envie moi aussi de vivre ce qu'ils vivent, j'avais l'impression de vivre leurs aventures avec eux, etc. Tu vois, je me souviens on en a reparlé avec mon père la dernière fois, on était allés au Club Med ensemble, parce que quand mes parents sont séparés, et ils nous avaient emmenés avec mon frère au Club Med. Et au Club Med, tu sais, t'as les géos là qui font des spectacles. Et je me souviens d'avoir demandé à mon père à tout prix de rencontrer les géos parce que je voulais faire un spectacle. Je voulais qu'ils me fassent monter sur scène avec eux. Et les géos m'avaient dit, non, en fait, par contre, t'as le spectacle pour enfants, si tu veux, tu sais, qu'ils construisent. Et j'avais dit, ah non, moi je veux pas faire le spectacle pour enfants. Moi je veux le faire comme vous faites, un truc pro et tout. Alors que j'avais 7 ans. Et que du coup, à la fin, je me suis retrouvé à faire la danse pour les enfants. Et je pense que j'étais un des enfants qui la faisait la plus mal, la danse en question. Mais j'avais déjà ce truc de me dire, j'ai envie de monter sur scène. Puis, tu grandis. C'est un peu ce que je dis aussi dans le spectacle. Tu réalises aussi des choses en te disant, t'es pris dans la vie, tes études, puis tu fais ton bac. Après, tu te dis, où je vais ? Moi, à cette époque, je voulais être un peu... j'avais déjà ce truc de me dire, ok, comme j'ai pas la légitimité pour être comédien ou autre, alors que j'en avais envie, mais je sais pas, je gardais ça en moi, tu vois, j'en parlais pas aux gens, j'en parlais à personne, même pas à mes parents et autres, mais je gardais ce petit truc dans ma tête du gamin de 7 ans, qui était enfoui, mais encore là. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie d'être réalisateur.
Puis en fait, j'ai pas fait d'école de réalisateur, machin, parce que c'était un peu l'arnaque. C'est les écoles où tu payes 15 000 euros pour qu'ils t'apprennent à tenir une caméra. Et je pense qu'en vrai, les caméras, tu peux la prendre et aller tourner des trucs. Donc je tournais des petits courts-métrages et tout. Et je suis passé à la fac, où j'ai fait une fac plus communication, qui s'appelait médiation culturelle. Donc c'était un fourre-tout de toute la culture, mais en communication culturelle un peu. Et après, j'ai suivi tout un petit parcours. Ensuite, je suis parti en Australie. En rentrant, je me suis dit, allez, cette fois-ci, je me lance. Je deviens comédien. Finalement, ça s'est pas fait encore. J'ai rejoint une école. Mais ton rêve est resté là, quand même. Ouais, puis je faisais des sursauts. Tu vois, je faisais des sursauts de rêve de me dire, attends, mais si, je veux faire ça. Et à chaque fois, soit les autres, soit moi, je m'en empêchais, tu vois. Ou ils m'en empêchaient. Alors, ils m'en empêchaient. Je pense que personne ne t'empêche de vivre tes rêves. C'est toi qui te mets des barrières parce que tu écoutes les gens. Mais j'avais ce truc-là de me dire si, vas-y go, quand même, et qui revenait par instant, qui redisparaissait, où j'arrivais à le renfouir, tu sais. Je me disais non, il faut que tu arrêtes, en plus tu vieillis, tu vois, j'ai plus de 30 ans, donc au bout d'un moment tu te dis, tes rêves de gosse, après 30 ans, tu te dis un peu, attends, ils ont le temps je les ai enterrés tellement profond au fur et à mesure des années que maintenant je suis tranquille, tu vois. Mais pourtant ils revenaient. Il y a eu le confinement, où là, en fait, ça m'a donné une légitimité pour faire les vidéos sur Instagram, parce que j'étais tout seul, etc. Donc ça, c'était cool. Cette période a beaucoup aidé à certaines personnes à se révéler. Parce que tu étais un peu seul avec toi-même. Donc à la fin, justement, comme tu étais fermé du monde extérieur, tu étais fermé de ton entourage, pour beaucoup du boulot, etc. Enfin, tu vois, tu étais dans une nouvelle vie où à la fin, tu te retrouvais juste face à toi et à ton miroir, ou parfois à la personne avec qui tu vivais. Tu vois, il y a beaucoup de couples qui se sont séparés après le confinement parce qu'ils se sont rendus compte de qui ils avaient en face d'eux et que ça leur allait pas non plus, tu vois. Enfin, en fait, je pense que ça a été très personnel pour tout le monde de se dire, ok, on m'enferme, qui je suis. Je fais une pause là et je prends un peu la température de toute ma vie, de tout ce qui s'est passé. Je fais un peu le bilan et je m'aperçois que ça va peut-être pas, tu vois. Moi, je me suis dit, pas tant ça, je me suis surtout dit, ok, vas-y, go. Là, je peux peut-être faire des vidéos. On s'en fout, ça me fait un truc à faire, ça me fait marrer et je touche encore le rêve qui se réveille et je touche du doigt quelque chose où je me dis, bon, bah, en plus de ça, mes potes, ils se diront, bon, bah, il est tout seul en confinement, donc c'est logique qu'il fasse ça. T'avais pas peur du regard des autres ? Bah moins parce que tu les as pas quand tu postes une vidéo et que t'es enfermé chez toi et que tu vois pas tes potes quand tu vas boire un verre. Donc l'avantage du confinement qui a duré 2 mois je crois. Non, c'était quoi ? C'était ça, 2 mois le confinement ? Ouais, le premier. Ouais, le premier il a duré 2 mois, c'est ça. Bah en fait c'est que tu fais pas une vidéo et le lendemain tu vas bouffer avec tes potes qui te disent mais attends j'ai vu ta vidéo. Tu vois là il y a encore une distance parce que on se voyait en visio, on faisait des apéros visio. Mais du coup, c'était toujours dans ce même truc, tu vois. Et c'est seulement une fois que le confinement s'est fini, que j'ai continué les vidéos, que tous les gens, mes potes et tout, ils étaient déjà au courant. Donc ça allait, ça passait. Par contre, ma famille, ça a été plus compliqué. Ma famille, ils n'ont pas su que je fais des vidéos depuis 5 ans. Ouais. Ma famille, ils ont su que je faisais des vidéos et un spectacle l'année dernière, en décembre. Ah ouais, donc il y a quasi eu 4 ans j'ai un boulot, j'ai une vie classique. C'est ça, et en fait ils savaient pas, et puis même quand j'ai commencé à écrire le spectacle, ils le savaient pas. Tout ce truc-là, parce que après le confinement, donc il y a eu des années où j'ai fait des vidéos, et les gens ont commencé à me dire, tiens, ça serait bien que tu fasses un spectacle. Tu sais, c'est monté vite ta communauté sur Instagram ? Et quoi, pardon ? Ta communauté, elle est montée vite sur Instagram ? Bah, pas tant. J'ai pas eu un gros buzz qui a fait que d'un coup t'es passé en 3 mois de 0 à 150 000 personnes. Ouais. Au départ c'était sur TikTok pendant 2-3 ans, tu vois, je devais avoir peut-être 3000 personnes sur Insta et 70 000 personnes sur TikTok. Bon, c'était bien hein, déjà, tu vois, mais ça prenait vraiment tranquillou. Ouais. Et j'ai continué à en faire tout le temps parce que en fait j'adorais ça et je pense que pour moi ça me faisait du bien. Puis il y en a une qui a marché sur Instagram, puis là j'ai pris au fur et à mesure, tu vois, j'ai pris 5 à 10 000 personnes par mois pendant 2 ans au moins, tu vois, et après ça s'est stabilisé, puis ça remonte, puis voilà. C'est la clé pour toi justement de ne pas lâcher, de continuer même si potentiellement il n'y avait pas le buzz attendu. Ah ouais, et puis surtout il faut savoir pourquoi tu le fais. Moi, c'est toujours le même truc. Et d'être dans un développement de buzz tout le temps, à chercher le buzz, à la fin, tu n'auras plus rien à dire très vite parce que tu chercheras juste ce truc qui marche. Et je trouve que faut le faire pour toi. Les réseaux sociaux, c'est pour toi. Et si ça marche et que ça te permet encore plus de monter, tant mieux. Mais si tu essayes forcément de faire du buzz tout le temps et que ça ne te correspond pas, en fait, pour moi, ça ne tiendra pas dans la durée. Tu vois. Ça fera un buzz. Puis à un moment, tu vas t'écrouler et ça fonctionnera plus. Quoi. Quelque part, ce que tu dis là, je l'entends aussi, peu importe dans ta vie, à quel point il est important de faire les choses pour soi et pas faire les choses pour l'extérieur.
Ah oui, complètement. Enfin, là, on parle des réseaux, mais finalement, c'est dans la vie en général. C'est recentré sur nos envies profondes, quoi. Bien sûr. Attends, j'arrive. Je fais comme au spectacle, je sais jamais quand boire de l'eau quand je joue. Bah là, je fais pareil. C'est-à-dire, c'était à moi de parler. Je me suis dit, c'est le moment de boire de l'eau. Allez, merci Antoine. Non, mais oui, bien sûr que c'est comme dans la vie. Enfin, en fait, je trouve que, alors, ça va pas. J'essaie de le dire d'une manière où c'est pas haut. Enfin, tu sais, j'ai pas envie de me frapper en le disant. Mais je trouve que c'est de garder ton authenticité dans le sens où fais vraiment des choses qui te tiennent à cœur, fais-les avec le cœur. Et pour moi, c'est ça qui fait tout. Parce que tu vois, tu peux très bien, tu as des gens très passionnés que je connais qui gagnent pas énormément leur vie, mais avec leur passion, en fait, ça leur suffit, tu vois. Parce qu'ils sont contents de faire ça, parce que quand ils se lèvent, ils sont heureux et autres. Et je connais des gens qui gagnent très très bien leur vie et qui font un métier où vraiment ils ont envie de se tirer les cheveux. Et à un moment, ils finiront en burn-out. Et voilà. Donc je pense que déjà de faire les choses enfin tu vois, que ton petit cœur te dit et autres, d'y aller à fond, quoi. T'as quitté un confort, toi, pour arriver dans ce monde artistique ? Bizarrement, non. Parce que je gagne mieux ma vie aujourd'hui avec le spectacle que ce que je gagnais en tant qu'entrepreneur. Donc, Waouh. Ouais, c'est fou. En fait, je gagnais bien ma vie. Ça a mis longtemps. Hein. J'ai monté ma boîte, ça faisait 8 ans. J'ai pas gagné une thune, enfin presque pas, pendant au moins 3-4 ans, tu vois. Ensuite, j'ai gagné un peu, puis il y a eu le Covid qui m'a buté parce que je bossais avec des restaurateurs. Okay. On va bosser avec des restaurateurs. Quand tu fais la com pour les restaurateurs, quand il y a le Covid et que tous les restaurants ferment, le premier truc qu'ils éjectent, c'est leur agence de com. Donc, en fait, je gagnais beaucoup moins. Puis après, ça c'est monté. Et puis je gagnais bien ma vie, tu vois. Mais là, aujourd'hui, je la gagne mieux parce que entre les réseaux et la scène, en fait, c'est surtout que je suis mon propre producteur. Donc, en fait, la plupart des recettes, alors on divise en deux avec les salles, tout ça, mais à la fin, ça me revient moi. Et donc, du coup, je gagne mieux ma vie aujourd'hui. Donc, en fait, je suis encore... Tu vois, j'ai un truc dans ma tête, un biais qui me dit... Putain, quand on fait ce qu'on aime, en fait, on se met aussi à l'abri, quoi. Enfin, c'est bizarre, alors que c'est pas vrai, je pense. C'est pas vrai tout le temps du tout. Mais moi, pour le coup, ça a été vraiment ça, de me dire, bah, c'est fou, ça a débloqué beaucoup de choses. Voilà. Alors, je suis pas millionnaire, hein, attention, mais je gagne. En fait, je paye mon loyer. J'ai pas une vie, tu vois. Je me serre pas la ceinture, surtout. Je me freine quand même parce que tu vois, sinon c'est compliqué. Mais voilà, en fait, ça va. Je vis bien, tu vois, et je vis mieux et bien, et avec moins de stress aussi. Oui, bah du coup il y a comme tout qui s'aligne. Ah ouais, parce que tu fais des choses que t'aimes, t'arrives à gagner ta vie. Alors c'est peut-être aussi que j'ai baissé mes standards. C'est qu'avant je faisais un truc que j'aimais moins, tu vois, avec ma boîte et tout. Donc pour moi il fallait gagner beaucoup pour être heureux, parce que vu que je faisais un truc que j'aimais pas, je me disais c'est dans l'argent que je dois beaucoup gagner, etc. Parce que comme ça au moins c'est comme ça remplit un vide que t'as. Tu fais des choses que t'aimes pas forcément, mais tu te dis au moins ça me rapporte de l'argent, donc ça me sert à quelque chose. Bon, au final, ça m'en a pas rapporté tant que ça, alors que maintenant, je pense que mes exigences, elles sont plus basses. C'est-à-dire que, au final, je gagne bien ma vie. Je gagne presque pareil. En fait, je te dis, je gagne beaucoup plus, mais en regardant, je gagne à peu près la même chose. Mais en fait, il y a tellement plus de bonheur et de folie dedans que, en fait, ça me suffit. Tu vois. Ça se voit, tu le sens dans ton corps, dans ton physique, qu'il y a quelque chose qui a switché et que tu te sens plus épanoui aujourd'hui ? Complètement. Alors, il y a un truc qui s'est passé, c'est j'ai plus des boules de stress comme j'en avais, alors que je monte sur scène, alors que, tu vois, pour y avoir plein de choses, je bouge partout, j'arrive, je connais pas la salle, il y a toujours des problèmes sur la scène, il y a toujours des trucs, tu vois. Et tu restes entrepreneur ? Oui, du coup, en étant producteur, en fait, c'est l'avantage aussi, c'est que j'ai été entrepreneur, donc en étant producteur, maintenant, et d'arriver sur tout ça, j'ai tellement géré des problématiques tout le temps, et surtout, j'ai géré des équipes où il y avait des problématiques, donc maintenant, j'ai que moi à gérer, c'est génial. Et donc, en fait, tu vois, par exemple, je dis toujours au régisseur, si tu te foires, quand j'arrive là en tournée, j'ai dit, si tu te foires, ou tu lui envoies pas le bon truc, ou tu machin, te stresse pas, parce que moi ça me stressera pas quand je suis sur scène, et à part me faire rire, vraiment c'est pas très grave si tu lances pas la bonne lumière, s'il y a un couac, un machin et tout, parce que si les gens se disent waouh, le spectacle était pas bien parce que t'as pas envoyé la bonne lumière, c'est que moi j'ai pas été bon derrière. Et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, il y a parce que tu dis j'ai pas été bon. Non. C'est exactement ça, Antoine, qui s'est passé l'année dernière. La semaine dernière, tu étais mauvais. Il y a eu une lumière qui a été lancée plus tôt, à 3 secondes près. Oui, peut-être. Et ta réaction a été hilarante.
ça a fait rire tout le monde et en fait ça a rajouté un truc en plus. Mais moi ça et puis encore et en plus de ça je les adore. Alors je joue à la Comédie de Paris et vraiment l'équipe est incroyable, gros big up à l'équipe de la Comédie et en plus de ça en fait je me dis t'imagines ils ont énormément de spectacles parce qu'ils ont ceux dans ce théâtre mais parfois ils vont dans d'autres théâtres etc. Et donc à chaque fois t'arrives et ils sont obligés de resuivre à la lettre tout ton truc et encore en plus en tournée. Vraiment, il joue pas souvent ton spectacle. T'arrives, le gars, il a 45 minutes pour retenir tes tops, tes machins. Alors, il a une feuille, il a une conduite, mais en vrai, il doit envoyer ça d'un coup, le plus rapidement possible et le plus vite possible. Il doit tout enregistrer, tout lancer, se souvenir du mot dans lequel il faut que... En fait, au bout d'un moment, c'est des humains, ils vont forcément se foirer à un truc, tu vois. Donc maintenant, moi, je leur dis juste juste ce truc-là, tu vois, le moment des chaises vides, si c'est possible de pas rallumer la lumière, c'est mieux, parce que c'est déjà arrivé, ça. Donc ça a cassé un peu le moment d'intimité, donc c'était dommage, tu vois. Je pense que le régisseur a dû tomber sur son truc parce que je sais pas comment d'un coup il a rallumé toutes les lumières, mais voilà. Mais en fait, sinon, je suis là, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Et surtout, te dis pas, oh mon Dieu, ça va le perturber ou ça va l'angoisser ou je suis en train de lui péter son spectacle. Parce que moi, à part te faire applaudir en disant merci et de réexpliquer ce que je viens d'expliquer là sur les régisseurs, tout ça au public pour qu'ils comprennent. M'en fous, c'est pas ça qui est important, c'est pas... Enfin, la lumière évidemment ça joue beaucoup, mais il y a des humains derrière et j'adore ça, tu vois. Et je me dis, quand eux ils font une petite erreur, je me dis, ça me rassure, tu sais. Je me dis, moi aussi finalement je peux en faire, tout le monde en fait, nickel. Le régisseur, moi je suis parfait. Ce qui est dingue, c'est que là déjà je trouve hyper intéressant de voir comment tu as switché et finalement comment on peut démonter une croyance qu'en faisant sa passion on va gagner moins. En tout cas, il y a des... Tu es la preuve que l'inverse peut arriver et qu'on peut maintenir son standard, en tout cas de sa vie. Donc ça, je trouve que c'est un beau message que tu passes. Mais c'est vrai que là, on a vu vraiment le côté de comment tu t'es construit, ce que tu fais aujourd'hui. Mais finalement, moi, le fond de ton spectacle m'intéresse d'autant plus parce que j'ai l'impression que c'est ta marque de fabrique, que ce soit sur les réseaux et dans ton spectacle, et que tout ça tu l'inventes pas parce que tu as pris ton intimité que tu as amené sur un plateau sur scène. Ah, complètement. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu dévoiler un peu tes pensées, tes complexes, ton émotionnel? Je pense que c'est différentes choses. Il y a eu la partie tu sais, de la création de contenu où ça a bougé vachement au fur et à mesure des années pour trouver moi aussi ce que j'aimais, tu sais, quand on parlait d'authenticité. Ce que j'aimais moi sur les réseaux sociaux, c'est justement à la fin envoyer aussi du bon, du positif, envoyer de la bienveillance, tu vois, dire aux gens faut pas culpabiliser, etc. Enfin, vraiment je voulais que, tu sais, c'est des pastilles d'une minute, ça pop devant leurs yeux, ça leur fait du bien. Donc quand j'ai commencé à écrire le spectacle, je me suis dit, je veux aussi que ça fasse du bien aux gens. C'est-à-dire, dans la continuité de ce que je faisais sur les réseaux, je voulais que ce soit un spectacle où les gens se sentent bien quand ils arrivent. Tu vois, je dis, c'est une safe place ici, etc. Mais je voulais vraiment que ce soit le sentiment. Que les gens sortent en se disant, c'était roller coaster des émotions, c'est aller me pincer mon petit cœur, alors que moi, je venais juste rigoler parce que, tu sais, les gens ont plein d'a priori. Genre, il fait des vidéos sur les réseaux, donc... La moitié des gens se disent ça va être pété au sol. T'as l'autre qui se dit ok, mais est-ce que je vais retrouver l'humour, mais aussi la tendresse et le truc. Enfin, donc je voulais vraiment me dire, en fait, ce que je veux, c'est que tu passes par plein d'émotions. Donc j'ai commencé à l'écrire, tout ça. Et en fait, au départ, j'étais un peu généraliste. Enfin, c'est-à-dire que ça reprenait vachement ce ton aussi qui va aller parler à tout le monde. Et je me suis dit que j'avais, en fait, pour parler de... Enfin, tu sais, en parlant de toi, tu parles des autres. Et c'est souvent le cas parce qu'en fait, ce que tu vis, tu as toujours l'impression que c'est ultra personnel. Mais en fait, tu t'aperçois que les gens vont pouvoir en fait, transposer leur vie à travers ce que toi tu dis de la tienne. Tu vois. Et donc, je me suis dit, attends, on va pas rester dans de la généralité. Je vais aller piocher dans mon cœur, moi aussi, du coup, ce qui se passe, tu vois. Faire un état de ma vie, faire un état de tout ce que je traverse et aussi de me dire, toutes les vidéos aussi que j'ai faites sur les réseaux, c'était aussi parce que j'entendais ça de mes amis, que moi je le ressentais, que j'aurais eu envie d'entendre quelque chose, etc. Tu vois. Donc j'ai construit tout ce truc en me disant, sois toi, parce que c'est ce qui marchait sur les réseaux sociaux et tu vas continuer dans le spectacle. Présente-toi parce que c'est ton premier spectacle. Donc en fait, j'avais aussi envie de dire aux gens qui tu étais. Le spectacle, c'est vraiment vivre avec soi-même et découvrir qui on est. Et au final, je me présente aussi aux gens en faisant ce spectacle, en disant voilà qui je suis, tu vois.
Et donc, je me suis dit, allez, go, on l'écrit. Et j'avais surtout envie que ce soit un spectacle qui déculpabilise, qui fasse du bien et qui me fasse du bien à moi aussi. Et en fait, ça a été toute une trame aussi, le spectacle. C'est que j'ai commencé à écrire le spectacle et à me bouger le fion pour l'écrire. Ce spectacle parce que mon meilleur ami est décédé et que du coup, ça m'a vraiment mis, ce que je raconte, cette urgence de vivre, tu vois. Et donc d'écrire, et donc d'y aller. Et en fait, en faisant tout ça, je me suis aperçu aussi que c'était une manière à moi, peut-être aussi de, pas faire le deuil, hein, mais tu vois, de construire quelque chose qui me faisait du bien, en me disant, bah, c'est ma manière à moi de continuer à vivre, tu vois, de faire ce spectacle et de raconter toutes ces choses que j'ai à raconter. Et donc, petit à petit, alors je l'ai joué au Beau, un petit théâtre, septembre à décembre, et j'ai rechangé des choses, etc. Et plus le spectacle avance, plus il devient personnel. Enfin, plus il devient personnel. C'est-à-dire, si tu m'avais vu en septembre, je me livrais moins sur, tu vois, il n'y avait pas cette partie de complexe, il n'y avait pas cette partie d'essayer d'aller mieux, il n'y avait pas tous ces trucs-là, qui sont arrivés aussi au fur et à mesure de moi qui prend une légitimité à me dire, je suis sur scène et je vais aller parler de moi, tu vois. Et tu peux demander à mon attaché de presse d'ailleurs qui m'avait dit je trouve que ce qui manque quand il était venu en janvier aussi c'est on veut en savoir encore un peu plus encore et donc j'étais là oui je sais j'arrive je vais pousser le curseur encore plus loin et donc ça a créé le spectacle que tu as vu là au fur et à mesure. Tu parles de plusieurs thématiques forcément ouais, j'en ai noté plein. Enfin, c'est vrai que quand je suis sorti du spectacle je me suis dit mais il y a tellement de choses. T'as un public qui est assez féminin. J'ai eu le sentiment, en tout cas quand je suis venu, le public était assez féminin. J'ai le sentiment qu'en fait, parce que tu vas toucher à la vulnérabilité, ça attire du coup plus un public féminin. Attention, je mets dans des cases là, mais dans l'idée, mais parce que c'est vrai, puisque je m'en aperçois. Il y a toujours, enfin, mon public est composé, je pense, à 70 à 80% de femmes chaque soir, et partout, à peu près partout où je vais en tournée aussi. Tu vois, parce que oui, je pense qu'il y a ça. Je pense aussi que les mecs sont plus réticents encore à tout ça. Donc il y a les nanas qui ramènent leurs mecs au spectacle, et moi que j'adore parce que c'est toujours ceux à la fin du spectacle qui viennent me voir quand on fait des photos et qui me disent je te connaissais pas, mais j'ai beaucoup aimé. Et puis ils partent comme ça, tu sais, fiers. Et en disant, ok, je vais te dire un truc gentil, mais ça va pas durer longtemps, donc prends-le. Et où ils se disent, bah si, en fait, eux, ils s'attendaient à ce que ce soit que du béni oui-oui, ou que des trucs, enfin, tu vois, où ils sont là, oui, ouais, il est mignon, mais je sais pas pourquoi il y a ce truc de, tu vois, la gentillesse, la sensibilité et autres, même sur les réseaux, bah, c'est plus les femmes qui vont, du coup, adhérer à tes propos, alors que c'est bête et que c'est con. Et tu vois, les mecs, c'est juste que je pense qu'ils vont se fermer en l'espace d'une seconde, tu sais, c'est une seconde d'attention, les réels, tout ça. Donc, en une seconde, ils vont switcher parce que c'est pas ça qui les intéresse, tu vois. Tu te sens différent comme garçon ? Bah, pas tant, parce que j'ai des super potes et qui sont vraiment sur lesquels, tu vois, la sensibilité, la gentillesse, tous ces trucs-là, on en parle beaucoup et voilà. Je me sens pas différent. Je me dis juste qu'on avance tous à une vitesse différente sur tous ces trucs-là et que on avance ou on recule aussi en ce moment, beaucoup aussi malheureusement. C'est un peu le problème, c'est que je trouve qu'on avait fait beaucoup d'avancées sur la sensibilité, sur aussi ce que c'est qu'être un homme ou pas être un homme, ou voilà, ou essayer de sortir de tous ces carcans qu'il y avait, tu vois, qui datent du Moyen-Âge là. C'est quoi pour toi être un homme aujourd'hui ? Bah justement, c'est de pas savoir, tu vois ce que je veux dire. C'est d'être humain et de vivre et de te découvrir toi. Avant d'être un homme, faut savoir quitter, je pense. C'est ça le plus important. C'est pas je suis un homme ou je suis une femme ou tomber dans des cases ou tu vois, c'est pour ça aussi que il y a par exemple les personnes transgenres, c'est des gens qui sont posés sur eux et qui se sont dit en fait je ne me sens pas homme ou je ne me sens pas femme, ou tu vois. Mais pour moi, il faut juste savoir qui tu es, et c'est pas savoir ce que c'est qu'être un homme ou ce que c'est qu'être une femme. C'est sans toi libre, toi, d'être qui tu es. Et surtout d'éviter de se mettre toutes ces petites barrières, tous ces petits trucs qu'on a, tu sais, de justement un homme c'est pas ça, une femme c'est pas ça, etc., tu vois. Donc voilà, donc c'est un peu, moi j'essaye de sortir de ce truc là, mais oui, pour revenir à ce que tu disais, j'ai un public plus féminin, et oui, je pense que c'est parce que ça parle aujourd'hui en tout cas peut-être plus au public féminin que masculin, alors que le public masculin qui vient au spectacle se dit en fait c'était trop cool, tu vois, c'était trop bien, j'ai des super retours aussi. C'est juste que c'est pas eux qui vont venir pour le moment au spectacle, qui vont se dire je vais acheter une place pour aller le voir lui, tu vois. Tu parles dans le spectacle du célibat, oui, notamment, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Pourquoi ça prend
Alors attention, j'ai l'impression, hein, que ce soit dans les réseaux et dans le spectacle, pourquoi ça prend autant de place? Pourquoi le célibat est un si gros sujet pour Parce toi? que le célibat, c'est ce que je dis, ça renvoie à la notion de solitude. Et je trouve que on reproche beaucoup aux gens, tu sais, d'être seul. Et ça, c'est un truc qui revient souvent. Et donc le célibat me permet de parler aussi de tout ça, mais de toutes ces injonctions, tu vois, au couple, de toutes ces injonctions à se dire qu'en gros, si t'es pas en couple, c'est que il y a soit un problème, soit... En fait, on entend tellement de choses quand t'es célibataire que pendant un moment, un jour, tu vois, ça a commencé sur les réseaux, je me suis juste arrêté sur tout ce qu'on nous sortait comme petites phrases, comme petits trucs, là dont je parle aussi pendant le spectacle, mais de tous ces trucs de, tu vois, ah mais t'inquiète, une de perdue, 10 de retrouvée, ah non mais on comprend pas comment quelqu'un comme toi est célibataire. Qu'est-ce que ça renvoie en fait, tous ces trucs-là à toi? Tu te dis juste, mais comment ça, moi, si tu veux dire que quelqu'un comme moi, on comprend pas qu'il soit célibataire, c'est-à-dire que du coup il y a un problème. Ça veut dire que j'ai un problème si quelqu'un comme moi qui est censé être ce que tu me dis extraordinaire n'a personne, ça veut dire qu'il y a un loup caché, ça veut dire qu'il y a un truc. Et tu vois, souvent on me le dit ça, on me dit mais t'es encore célibataire, il y a un truc qui doit, tu vois, tu dois avoir une part d'ombre, tu dois avoir un truc qui bug, sinon tu devrais être en couple. Je suis là, non en fait. Ouais, mais tu vois vraiment, et je suis là, mais quel est le truc qui bug en fait? Et c'est pour ça que, bon, je vais pas dire ce que je dis dans le spectacle, mais c'est pour ça que j'aime bien inverser aussi les choses en me disant, mais il y a rien qui bug chez nous les célibataires en fait. Tu peux très bien être célibataire, faut qu'on arrête de voir ça comme, tu sais, t'es célibataire, oui, mais on attend que le jour où tu seras en couple et là tu seras dans la normalité, là ce sera normal, là on va arrêter de t'emmerder sur ta vie, tu vois. Non, en fait, célibataire, c'est très bien. Vis. Si un jour tu tombes amoureux, eh ben mets-toi en couple. Et puis le jour où t'es plus en couple et t'es plus amoureux, bah c'est pas grave, reprends ton célibat et kiffe à fond. Enfin, en fait, c'est juste, quel que soit ton état ou que tu sois couple, célibataire et autres, profite pour l'instant de tout ce que ça a comme richesse et accepte aussi parfois d'être malheureux, soit d'être en couple, soit d'être célibataire, tu vois. Et j'en ai des potes en couple qui sont malheureux, tu vois, et qui parfois se disent pas, c'est normal de passer des étapes dures aussi en couple, et parfois de se dire juste, on s'aime, mais en ce moment, putain, ça va pas entre nous, tu vois. Et ok, et vas-y, prends-le. Et oui, donc tu peux être triste célibataire, tu peux être triste en couple, et très heureux pour les deux aussi. Quand je suis resté 9 ans en couple. Et bravo. C'est une belle... on devrait redonner des médailles aux gens comme ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que ça n'allait plus entre nous, donc on s'est séparés. Et en fait, c'est vrai qu'encore hier soir, et ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est séparés, hein, mais la solitude, je la trouve lourde. C'est quelque chose Qu'est-ce qui fait que tu trouves ça... Enfin, en gros, c'est quoi? Qu'est-ce que tu ressens pour dire je la trouve lourde? C'est que tu sens un poids? Ouais, une tristesse de ne pas être aimé et de ne pas aimer. T'as des amis qui t'aiment? Donc, mais j'arrive pas. Enfin, je veux dire, j'arrive pas. Parce qu'on met des degrés de différence entre les amours. Et tu vois, je dis souvent que les gens sont un camembert. En gros, pour moi, t'es un camembert, comme ça. Et tu choisis où tu mets tes degrés d'importance selon toute la vie, tu vois. Ça peut être... t'as des gens, et le camembert, il va être ouvert à 30% de famille, 10% d'amis, et par contre, 60% de couple. C'est ça qui, pour eux, c'est là où ils se sentent aimés, c'est là où ils se sentent bien, c'est là où ils se sentent en sécurité, tu vois. Là où chacun va avoir ses degrés. Et pour toi, pour moi, la lourdeur, c'est que tu attaches énormément d'importance au fait du coup d'être aimé par quelqu'un en couple. Tu en parles d'ailleurs dans le spectacle, tu parles de Disney. Et je crois que j'ai été aussi biberonné avec Disney et ce côté de mettre sur un piédestal le prince, la princesse qui finit et c'est fantastique. Bon, moi je l'ai mis à ma sauce avec les 2 princes, mais quelque part... Ça arrivera bien un jour, on espère. Quoique non, en ce moment Disney avec Trump, on n'est pas sûr que malheureusement tu n'auras pas ton Disney sur 2 princes. C'est ce côté-là, tu vois, je ressens, j'ai fait un date la semaine dernière. J'en fais peu en ce moment. Je rencontre quelqu'un, franchement, le mec, il est cool, il est sympa. En fait, il y a une vraie connexion qui se crée. Et j'ai vu à quel point je me suis senti mieux parce que j'ai vu que le mec, il avait une situation, parce qu'il était intelligent, parce qu'il était drôle, parce qu'on parlait des mêmes sujets. Et j'ai ressenti la sécurité qu'il pourrait m'apporter si on se mettait ensemble. Et je me suis senti beaucoup mieux. Mais c'est dingue, mais tu te vois être avec quelqu'un parce qu'il t'apporte de la sécurité finalement. C'est bien que tu as toi du coup en toi un truc de sécurité que t'as pas. Mais j'ai un gros problème d'insécurité, ça. Et du coup, bien sûr. Et après 4 ans de thérapie, je l'ai pas réglé. Bon, t'inquiète, continue. Mais du coup, tu vois, je trouve que on remet aussi beaucoup dans les autres un moyen de nous sauver, tu vois. Et en se disant, mais tu vois, c'est
Moi, j'étais un peu comme toi sur ces trucs-là, tu vois, de me dire que pendant longtemps, quand j'étais ado, puis après au début, je me disais si, il fallait que je sois en couple et c'est normal d'être en couple, etc. Et à chaque fois, bah, ça allait pas, mais parce que je pense que tu mets tes insécurités, tes choses comme ça, tu essaies que quelqu'un te guérisse. Et on essaie généralement les relations où en fait il y en a un qui a guéri l'autre ou qui guérit l'autre tout le temps, c'est-à-dire que c'est en perfusion, tu vois. C'est pas seulement il t'a guéri une fois parce qu'il t'a sauvé d'un truc et que du coup bah, ça va mieux après. Non, c'est qu'en fait en perfusion, la personne, t'es toujours en insécurité et quand elle est là, tu te sens toujours en sécurité. Et la personne n'elle est pas là, tu te ressens en insécurité, tu vois. Donc elle a rien réglé. Mais finalement, tu as juste été un placebo qui te permet en fait de te dire si je mets ma sécurité en cette personne au lieu de toi de construire ta sécurité à toi, tu vois. Et je le vois, hein, les schémas. Hein. Je veux dire, mes ex, ce seront des ex avec qui je me sens en sécurité. Mais tu vois, d'où l'intérêt de... Moi, je trouve que le célibat permet aussi, le célibat long terme, te permet de vachement bosser sur tes trucs. Et je trouve de te reconnecter avec toi pour être après mieux. Je me dis, tu vois, moi, toutes ces années de célibat, le jour où je suis en couple, je me dis, mais ça m'aura servi vraiment à être, je pense, une meilleure personne en couple, tu vois. Parce que j'ai compris qui j'étais, parce que je vais pas non plus aller justement me mettre dans des relations où je sens même un mini doute, même un mini truc, même en me disant, non, attends, en fait... je veux que ce soit simple et que j'y pense pas. Bon, bah, tant que j'y pense et que justement, tu vois, je me fais des nœuds au cerveau sur me dire attends, mais alors là, elle est machin, là, moi, du coup, je vais être comme ça, comme si, et donc, non, mais tu vois, je l'analyse. Finalement, en fait, si elle est un peu comme ça et tout, rien que dans les débuts, au lieu de me laisser porter, je me dis, ok, c'est que non, c'est que déjà, j'intellectualise trop le truc. Ouais. Et de me dire, en fait, comme ça me dérange pas d'être célibataire du tout, bah, je vais pas quitter le célibat, c'est souvent ce que je dis, je vais pas quitter le célibat pour me mettre dans un ersatz de couple, juste par principe de me sentir aimé, tu vois. Ouais. Parce que, d'être avec quelqu'un juste parce que tu as besoin de te sentir aimé, je crois que c'est le meilleur moyen pour finir 6 pieds sous terre, parce que la personne du jour au lendemain elle te jette et toi tu te retrouves comme ça à te sentir encore plus mal qu'avant quand tu avais juste un manque d'amour, tu vois. Là en plus ça te bute et à la fin tu te dis merde, finalement j'étais mieux avant, tu vois. T'as le sentiment de t'aimer aujourd'hui ? Ouais. Vraiment je réponds avec vraiment, c'est encore pas évident parfois, hein. Parfois je me regarde, j'ai envie de me frapper comme tout le monde, mais ouais, j'ai vachement appris à voir où étaient mes gros défaux, mes qualités aussi, alors je sais pas si je dirais m'aimer, enfin si en fait, parce que dans mes trucs parfois, tu sais, je peux me faire de la peine, tu vois. Je vais me regarder, je vais me dire ah t'es con, putain, tu m'énerves, mais je t'aime quand même, tu vois ce que je veux dire. Maintenant j'ai de l'empathie, en fait c'est ça, j'ai réussi à avoir, parce que j'en avais beaucoup envers les autres, mais j'ai réussi à avoir de l'empathie envers moi-même, à me dire en fait parfois tu fais bien comme tu peux, t'es quand même pas une mauvaise personne non plus, regarde, tu vois, t'essaies d'apporter quand même du bon, parfois je me dis regarde, ton premier réflexe il va souvent être d'être gentil et de pas faire chier plutôt que d'être un gros connard, et de me dire que si c'est plus facile pour moi d'être gentil par exemple que d'envoyer tout balader, tu vois. Ça me demande plus d'efforts de dire non j'en ai marre, ou d'aller gueuler à un hôtel parce que je suis pas content. Ça va me demander une préparation physique, tu vois. Alors que j'ai des gens même dans ma famille, eux leur premier réflexe ça va être directement y aller, de machin, etc., de gueuler et autres. Donc je me dis en fait, je vois plein de trucs, je me dis j'ai plein de défauts, j'ai plein de qualités, mais j'apprends à m'aimer aussi tous les jours, et puis je me redécouvre aussi, tu vois, parce qu'on change. Et en fait, s'aimer, je pense que c'est un peu l'histoire d'une vie, parce que tu changes parfois, et puis parfois tu as des comportements que tu comprends pas, tu vois, alors que tu pensais avoir réglé des trucs. Donc quand tu as des traumas qui reviennent, ou que tu savais pas que c'était un trauma, ou que tu sais pas pourquoi, d'un coup t'es fatigué, t'es machin, t'es pas sympa, enfin tu redécouvres toujours un toi nouveau, en fait, je trouve, parce qu'on vieillit, parce que tes expériences de vie à la fin elles te façonnent, et que bientôt on devra tous apprendre d'ici 20 ans à pas devenir des vieux cons. Et ça, ce sera encore un autre truc, ça, parce que quand on sera déconnecté de la nouvelle génération et qu'on trouvera que notre génération était meilleure et qu'avec nous c'était pas, là va falloir qu'on travaille aussi. Là c'est le moment où nous on va aller voir des psys, on sera gentils, et qu'on se dira si tu comprends pas le monde dans lequel t'es, aide la jeunesse et te mets pas en frein face à elle, quoi. Voilà. C'est c'est sûr que ça t'as bossé pour ouais, t'as bossé pour en fait arriver à un stade où tu non, t'aimes. ça se fait comme ça, mais vraiment du jour au lendemain, je me suis réveillé, je me suis aimé. Et moi qui t'écoute sérieusement. Je t'ai vu vraiment regarder, c'est si simple. Pas du tout.
Tellement pas. Bien sûr que j'ai dû bosser, je bosse encore. Hein. Mais c'était avec une thérapeute, psy, t'as été voir des chamans en Amazonie. Non, plein de trucs. Déjà, dès petit, moi j'étais quelqu'un de timide et très. J'étais beaucoup dans ma tête. Je sais pas comment te dire ça, mais j'imagine vraiment ma petite tête, c'est un petit salon. Tu vois, c'est un appart entier, ma tête. Il y a différents Antoine qui y vivent, c'est la coloc, c'est un bordel. Et donc. Je me suis toujours un peu, tu sais, parfois, moi, je pouvais jouer, tu sais, j'étais le gamin, tu pouvais le laisser et il jouait pendant 4h30 tout seul, tu vois, sans problème. Et j'étais bien avec moi-même déjà, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que parfois, j'étais trop content de voir mes copains, hein, mais je pouvais vraiment être tout seul et je construisais mes trucs avec mes jouets, mes machins et autres, et ça pouvait me faire ma journée entière. Et j'avais pas besoin, et au contraire, quand on me dérangeait, tu sais, quand on me disait, allez, on va faire des trucs et tout, j'avais pas tant envie, tu vois, je préférais vraiment rester tout seul. Et donc, il y a déjà un caractère, je pense que j'avais, à pouvoir être tout seul et à pouvoir être là-dedans. Et donc après aussi, je sais pas, je regardais, tu sais, j'étais assez attentif et tout, j'aimais bien regarder le monde surtout. Et donc je pense que j'ai gagné en esprit critique, mais aussi de moi, de voir les gens, de me dire attends, qui je suis moi, comment je suis, etc. Et donc c'est des questionnements que j'avais, mais depuis toujours, tu vois. Et de me remettre en question, d'essayer de progresser, d'entendre quand on me faisait des critiques ou des choses comme ça, tu vois. Et mes amis m'ont beaucoup aidé aussi à changer sur des choses où, tu vois, j'étais vraiment renfrogné, parce que comme je dis dans le spectacle, avec l'hyper-empathie, avec tout ça et autres, parfois j'en voulais beaucoup aux gens, tu vois, de pas être gentil, de pas être sympa, d'être égoïste, parce que je comprenais pas. Parce que moi j'étais là, je ne fonctionne pas comme ça du tout. Je comprends pas comment les gens peuvent être égoïstes. Et du coup, ça me rendait fou que les gens soient égoïstes. Je comprenais pas cette notion-là de se dire comment est-ce que tu peux cracher sur les gens, comment est-ce que tu peux du jour au lendemain balayer quelqu'un, comment est-ce que... Et en fait, c'est vraiment... Et donc à la fin, j'avais des trucs où parfois, tu sais, je me vengeais. Genre, je sais pas, j'essayais de rendre mal la personne et tout. Enfin, ce qui est extrêmement toxique parce qu'on m'avait blessé et donc j'essayais de reblesser derrière en me disant bah attends, moi aussi, je vais l'être. Seulement, ça m'abîmait encore plus de me forcer à être quelqu'un que je n'étais pas, tu vois. Donc il y a eu plein de trucs comme ça, mais en fait du coup à chaque fois je m'auto-analysais, mais tôt, tu vois. Et donc du coup j'ai eu ce truc de vraiment me parler avec moi-même, de me dire ok là Antoine en ce moment ça va pas, t'es pas sur une bonne voie, regarde machin, écoute, regarde la personne elle t'a dit ça, essaie de peut-être bosser sur des trucs. Donc je bossais moi-même et à un moment est arrivé un truc où je n'arrivais plus trop à comprendre. Il y avait encore tu sais, j'avais l'impression de progresser vachement moi dans ma vie de tous les jours. Et à un moment je suis tombé en me disant en fait là je comprends pas pourquoi je fonctionne comme ça. Et de ne pas arriver moi-même à trouver des solutions, tu vois. Et quand j'ai pas réussi moi-même à trouver des solutions, bah, je suis allé voir quelqu'un. Et je suis allé voir une psy, et qui, en gros, du coup, bah, c'est ce que je raconte dans le spectacle. Hein, donc, je vais pas spoiler ce qu'elle m'a dit. Mais ça m'a fait un bien fou. Et c'est surtout, en fait, et tu vois, je suis pas allé la voir extrêmement longtemps. J'ai pas fait une thérapie comme toi, par exemple, de 4 ans et tout, parce qu'en fait, elle m'a débloqué exactement ce que j'avais besoin qu'elle me débloque, tu vois. C'est-à-dire qu'elle a mis des mots et des choses sur exactement, tu sais, ça me faisait vraiment, à chaque fois, ça me faisait voix sans issue, tu vois. Ouais. J'étais là, j'essayais d'avancer dans ma vie, il y avait toujours ce mur, toujours ce mur, toujours ce mur, toujours ce mur. Et elle a réussi, en peu de temps, en mettant ça et en m'expliquant, etc., bah, sur l'hyper-empathie, c'est ce que je raconte, elle a réussi en fait à enlever ce mur et à continuer ma route, quoi. Alors je te dis pas que sur ma route il y a pas encore des dodanes que je me prends, des panneaux que je vois pas, mes roues qui crèvent en même temps, hein, de temps en temps, tu vois, quand même, comme tout le monde. Mais ça m'a aidé et après voilà. Et par contre, tu vois, moi je me suis vraiment dit si aller voir un psy, en fait, ça aide, quoi. Ça aide, je trouve que voilà. Après, c'est ce que je dis aussi, il faut tomber sur le bon psy. Et il y a peut-être aussi des gens pour qui la psychothérapie et autres, ça leur va pas, tu vois, aussi. C'est-à-dire qu'on dit toujours, si, va voir un psy, mais tout le monde n'est pas fait de la même manière. Je pense que les thérapies et autres, ça correspond aussi à un type de personne à qui ça peut faire du bien, tu vois. Comme tu as des gens qui, du coup, vont être en thérapie toute leur vie, par exemple, parce que ils ne voient pas de fin à ça, tu vois, ils voient pas de fin à la thérapie parce que ça les aide constamment, etc. Et t'as des gens, ils vont y aller, en fait c'est pas ça dont ils ont besoin. Ils ont peut-être besoin d'autre chose, plus de coach sur la vie de tous les jours, plus de, enfin tu sais, ou de changer parfois juste de case, de trucs, d'essayer autre chose. Enfin, je pense qu'il y a 1000 troubles mentaux. Et il y a 1000 solutions pour régler ces troubles mentaux. T'es pas psy, donc je te demande pas forcément un conseil, mais c'est vrai que moi je suis arrivé à un stade où
des fois je me dis, j'ai essayé la thérapie pendant 4 ans, j'ai essayé le psychiatre l'année dernière qui m'a amené sur une thérapie comportementale et cognitive, j'ai essayé le chamanisme, j'ai essayé les T'es allé stages. partir te faire vomir, comment ça s'appelle ça, on a l'ayahuasca. C'est vrai, tu l'as fait? Ouais, plusieurs fois. C'est peut-être ça le problème. C'est ce que je dis à chaque fois aux gens qui l'ont fait. J'ai là, bah oui, c'est pire, les gars. Non, pas du tout. Alors, c'est bien. Attends, est-ce que c'est bien déjà? Parce que tout le monde me dit quand même que c'est fou. Ah, c'est fou, ça c'est sûr. Je l'ai fait plusieurs fois. Les premières fois, ça ne marchait pas sur moi. Ça faisait aucun effet. Rien? Non, je résistais. Mon corps résistait totalement. Ah ouais. Ton cerveau résistait. Mon cerveau résistait. Le mental était très présent. Et puis l'année dernière en Colombie, le cerveau il s'est lâché et c'est vrai que j'ai vécu j'en ai fait un épisode de podcast, c'est l'épisode 71 me semble-t-il, où tu racontes tout. Je raconte toute mon expérience et le titre c'est l'ayahuasca, la pire expérience de ma vie. Ça a été. T'es parti en bad? Ouais, total. Je contrôlais plus mes pensées. J'étais dans une sorte de mécanique abominable quand je fermais les yeux. Si j'ouvrais mes yeux, je ne reconnaissais plus ce qu'il y avait autour de moi. Je ne savais plus où j'étais, qui étaient ces gens, et je ne contrôlais plus mon corps qui avait des spasmes constants et que je ne pouvais pas contrôler pendant 4h30. Donc pendant 4h30, que j'ai les yeux fermés, ouverts, ou même le corps, et au milieu de tout ça, je vomissais comme si j'allais crever. Bon, c'était pas pour toi apparemment. Mais bon, bravo à toi d'avoir essayé 3-4 fois. Hein, mais le chaman, il a dit, t'es un contrôlant et la plante t'a montré que ça sert à rien de contrôler la vie. Mais si tu veux, ça m'a pas vraiment apporté. Il a fallu que je trouve un psychiatre pour m'expliquer pourquoi je contrôlais la vie. En fait. Oui, c'est ça. Et puis, je pense aussi qu'il y a l'auto. Je trouve qu'il faut parfois juste se parler à soi, et je trouve que c'est ultra important de se parler à soi et de se dire ok, tu vois, il y a toi, il y a Nico, mais il y en a plein des petits Nico, tu vois. Il y avait le petit Nico gamin qui reste encore dans ta tête parfois, tu vois, qui a ses rêves, qui a ses trucs et tout, que moi là aujourd'hui je suis vachement connecté avec, par mon petit Antoine, tu vois, ce qui fait aussi que je crois que je revois la vie d'une manière un peu coconne mais trop bien, tu vois. Je redeviens naïf, je suis là, je suis trop content de voir tout le monde et tout, tu vois. Donc je profite à fond. Et puis t'as d'autres petits Nico, toi en toi, t'as le Nico qui du coup a eu des relations, t'as le Nico de chaque relation, tu vois, qui était différent selon les personnes qu'il a eues, les personnes qui l'ont abîmé, tout ça. Et c'est juste d'essayer pour moi de consoler tout le monde et que tout le monde s'entende bien, tu vois. Et c'est un truc dans la fameuse coloc. Ouais, exactement. Ouais. Par exemple, dans Bref, la saison 2, là, je sais pas si tu l'as vu, mais il le fait très bien, ça, quand il parle avec son lui de 30 ans, 40 ans, machin et tout. Moi, c'est des trucs, alors lui, c'est vraiment très l'âge. Moi, je trouve que c'est aussi plein de petits moments de vie qui font que, tu vois, c'est pas seulement l'âge, ça peut être... il y a 2 semaines, t'as été comme ça avec quelqu'un, ou t'es comme ça, tu sais, professionnellement et autres. Donc, c'est à chaque fois plein de petits toits, et c'est juste que l'ensemble, en fait, ça aille et que tu te dises, en fait, si on forme un tout et ça nous définit. Et je pense aussi que parfois, d'aller trop chercher de problèmes, tu vois, de se dire, en fait, à la fin, t'es pas normal, t'es pas machin, t'es pas... Ça, c'est un des plus gros problèmes. Et la culpabilité, j'en parle aussi, ça, dans le spectacle. C'est ça qui te bute. C'est que tu te dis, c'est pas normal que je pense comme ça. C'est pas normal que je sois triste. C'est pas normal que je sois en colère. C'est pas normal... En fait, non. Et puis là, en ce moment, en fait, je contrôle tout. Mais je suis une merde, en fait. Pourquoi je contrôle tout? Je peux pas me libérer de pas contrôler, etc. Bon, bah non. Et puis finalement, j'ai voulu faire de l'ayahuasca, là. Puis putain, mais en fait, j'ai détesté. Donc ça veut dire, pourquoi moi, je fais pas comme les autres? Les autres, ils adorent. Pourquoi moi, je déteste? Et à la fin, mais tu te bouffes la gueule. Mais ouais, mais vraiment, tu vois, cette culpabilité, elle te ronge au lieu de te dire, mais je vous emmerde, en fait. Ouais, j'ai pas aimé l'ayahuasca. Ouais, je suis comme ça. Oui, je contrôle. Ouais, voilà. Mais en fait, je suis vraiment comme ça. Et là, pour l'instant, je vais avancer. Est-ce que je blesse les gens? Non, peut-être. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu blesses les gens en étant quitté? Non, pas du tout, non. Donc, tu vois, est-ce que ça t'empêche d'avancer aujourd'hui vraiment sur des trucs? Oui. Comme? C'est un alignement total en fait dans ma vie, je le ressens. Enfin, je dis, là, ça prendrait, je pense, beaucoup trop de temps d'aller sur ce terrain-là parce que je vois que j'ai du mal à même trouver qu'est-ce qui me manque réellement. Je pense que. Mais tu ressens un manque. Tu te dis, je suis pas accompli. Après, est-ce qu'on en fait, quand je te vois, toi, je vois un alignement. Je vois un mec qui vit sa vie de rêve, qui a trouvé avec, comme tu dis, il y a les boss, il y a les pneus puis qui peuvent crever à certains moments et tout. Mais je vois, tu vois, un truc où moi, des fois, je me dis, mais ce podcast, moi, je vais à la rencontre de plein de gens. J'expérimente la vie, les pensées, etc. Et des fois, je me dis, mais pourquoi il te manque ce truc? Tu sais, j'ai une terrible peur de vieillir.
Ah, ok. et de ne plus plaire. Ouais. Toi, tu vas frontalement dans ton Oui. spectacle avec le fait que tu perdu tes cheveux. Oui. Moi, en ce moment, je suis en train d'aller les cliniques pour faire des implants capillaires parce que j'ai une peur terrible de perdre mes cheveux. Mais ça me rend malade parce que je me dis, si je perds mes cheveux, on m'aimera encore moins. Ouais. Donc, Mais ça, tu c'est un vois, truc c'est- justement de plaire et de te dire, ok, faut que je séduise, faut que je sois toujours séduisant. Et en vrai aussi, c'est normal d'avoir ces peurs-là. C'est normal d'avoir peur de vieillir, c'est normal d'avoir peur de changer. Enfin, c'est Mais t'as effrayant ces le changement, peurs aussi tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que parfois je me dis, attends, pareil, tu vois, moi j'ai la peur de me dire, ok, là je fais ce métier-là, je me suis lancé à fond dans ce métier-là, mais qu'est-ce qu'il y aura dans 10 ans, qu'est-ce qu'il y aura dans 15 ans, etc. Mais je sais pas, en fait, je me tranquillise sur le fait maintenant de me dire vraiment. De toute façon, on va le vivre. Mais je crois aussi, il y a un truc qui m'a amené aussi ça. Alors, je l'étais peut-être un peu avant, mais tu vois, la mort de mon meilleur pote à 30, il avait aujourd'hui, je vais bientôt être plus vieux que lui, tu vois. Ouais. Et donc ça, alors qu'il était plus vieux que moi d'1 an et demi. Et donc, ça, bientôt, je serai plus vieux qu'il ne l'aura jamais été, tu vois. Et c'est con, mais ça me met aussi un truc de me dire, ouais, en fait, on s'en fout, je vais vivre, tu vois, ce que je veux dire, ce que j'ai à vivre et de me dire, bah là, tout de suite, en fait, on avance. Et en fait, il faut aussi parfois se dire que notre vie, elle se résume peut-être parfois à juste ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y aura peut-être pas de grandes choses, il y aura pas de, ce sera pas d'un coup, tu vois. Moi, c'est pour ça quand je te dis non, moi ça a jamais fait du buzz et autres. Ça a pris petit à petit. Mais si tu regardes depuis le début des vidéos, ça fait 5 ans pour arriver enfin à faire un spectacle, pour enfin. Donc oui, je suis tranquille, mais ça a demandé plein de choses. Où avant, j'étais pas bien non plus. Et maintenant, je suis aligné, mais un jour, bah, je serai peut-être moins aligné, et puis ça reviendra. Et donc, tu vois, c'est un truc cyclique, et c'est juste de me dire, putain, en fait, là, on vit déjà. Si on passe notre vie vraiment à se dire, ouah, ma vie, là, elle me va pas du tout, je n'en fais rien, je ne bouge pas les lignes, etc. Mais ça ne va pas, j'ai du manque, je machin, à force d'être toujours concentré sur ça, bah, on va oublier de la vivre. Et quand justement tu vieilliras, tu te diras, mais putain, pourquoi j'en ai pas profité quand justement j'étais si séduisant, quand j'avais encore mes cheveux, quand j'avais encore machin. Mais vraiment, c'est comme quand tu sais, quand tu regardes une photo de toi, il y a 6-7 ans. Moi, je me souviens, il y a 6-7 ans, je me trouve pas incroyable du tout, tu vois ce que je veux dire? Je me suis jamais senti beau gosse, tu vois. Ouais. Dans ma vie de tous les jours, je me suis jamais senti beau gosse. Je revois des photos de moi à 20 piges, je me dis, putain, mais j'étais frais, en fait. Et je me dis, putain, mais à l'époque, je me disais que j'étais pas, enfin, que tu vois, que j'étais pas séduisant, que voilà, que je me trouvais pas très beau, je m'en foutais. Mais me disais, ouais, t'es pas le gardon le plus frais, quoi. Et en me voyant comme ça, je me dis, bah, en fait, si, moi, je me trouvais grave frais. Et donc, je suis là. Mais en fait, ça veut dire que dans 10 ans, quand je vais me voir là, dans cette interview, dans ce podcast, je me dirais, mais pourquoi t'en as pas profité à fond? T'étais grave frais là, avec ta petite capuche, tes petites taches sur la peau, ta petite casquette à l'envers et tout, avec peu de traits comme ça, là, de rides et tout. Donc je suis là, bah en fait, ouais, vas-y, je vais profiter, tu vois. Et je te dis pas que parfois, évidemment, que c'est ce que je te dis, c'est comme ça, c'est des putains de montagnes russes. C'est que parfois, tu vas te réveiller un matin, tu vas te sentir le plus beau du monde, t'auras des nouvelles fringues, tu vois, c'est ce truc des nouvelles fringues aussi. Tu as des nouvelles fringues. De la tête aux pieds, tu sors, t'as l'impression d'être une bombe atomique. Moi, parfois, je suis là, ouais, mais je pense que ça va se remarquer. Personne ne sait que j'ai des nouvelles fringues. Tout le monde s'en bat les couilles que j'ai des nouvelles fringues. Vraiment, tu vois, la boulangère, elle s'en fout. Les gens après, ils s'en foutent. En interview, les gens vont s'en foutre que j'ai des nouvelles fringues. Mais moi, je le sais. Moi, j'ai l'impression d'être plus beau parce que c'est mon image, etc. Et mais en fait, du coup, ça veut dire que ça ne correspond qu'à un truc, toi. Donc c'est toi comment tu te vois et toi de te dire en fait à toi de aussi d'un moment de te dire en fait si là en fait dans 10 ans quand je me verrai je me sentirai frais et bah alors je suis frais voilà. Et parfois tu te sentiras repas frais et tu diras je suis triste et tu diras bah c'est normal là en ce moment et dis-le dis quand tu vas pas bien. Moi je le dis à moi-même. Ouais, bah je le dis tout le temps dans mon podcast. Enfin, là, tu fais pas bien. Non, mais dis-le à toi, pas aux autres. non, mais parce qu'il y a une différence de dire salut, je vais pas bien et je te l'envoie. Et il y a une différence à se dire bon, mon petit père, en fait, en ce moment, on est d'accord, on va pas bien. Vas-y, chiale un bon coup si t'as besoin de chialer un bon coup. Après, je suis pas déprimé, hein. Enfin, tu vois, c'est vrai que là, mais tu pourrais l'être. Oui, je pourrais l'être, tout à fait. Ouais. Tu n'es pas obligé de t'excuser, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a aucun problème sur ça. C'est pour le coup un autre date, mais il y a l'année dernière. Arrête de dater aussi, je te jure, c'est mauvais pour ton ego. Et c'était quelqu'un d'assez jeune qui devait avoir 21, 22, qui m'avait dit pense au grand-père que tu seras, qui aimerait tellement avoir ton âge. Ah ouais, c'est vrai. Et je m'étais dit, waouh! Attends, mais tu as 21 ans, putain, mais il est grave mature, pas pour moi. Merci. Oh, je veux quelqu'un qui me réveille le matin et qui me mette face à ma réalité, c'est chiant. J'avais trouvé. Oui, bah.
Le temps relou, putain. En plus, je déteste les gens qui ont raison. Non, merci. J'ai une petite série de questions, questions-réponses rapides. Être super empathe, super pouvoir ou super fatigue? Un super pouvoir qui implique de grandes responsabilités et une grosse fatigue. Si tu devais t'auto-séduire avec un seul compliment, tu choisis quoi? Gentil. Quand tu te lèves le matin, t'es plus libéré, délivré ou Hakuna Matata? Hakuna Matata. Libéré, délivré le matin, pas tant. Non, vraiment pas tant quand le réveil sonne. Si tu devais créer un cocktail qui résume ta vie, il aurait quel petit nom? Waouh. Alors attends, là tu me poses une colle. Quel petit nom mon cocktail. C'est sûr ce serait au gin, déjà je vous le dis tout de suite. Je préfère le dire. Voilà. Attends, je réfléchis au nom de cocktail qu'il y a. Réfléchis. Excuse-moi. Le Panstar. Non, je rigole. Bon, pas vraiment, non. Non, bah en vrai, je choisirais. Comme ça, je choisirais le nom de mon spectacle en cocktail. Je dirais que c'est autoromance, tu vois. Et comme ça, quand tu le bois, plus ce sera un cocktail où plus tu le bois, plus tu t'aimes. J'ai un peu l'impression que c'est tous les cocktails. Parce que plus tu bois de l'alcool, plus généralement, t'as une confiance en toi qui est née. Oui, donc c'est où et qui est là d'un coup où t'es prêt à n'importe quoi. J'adore l'idée. Les applis de rencontre, c'est le Ritz ou le PMU du coin? C'est pas le Ritz. Ça c'est sûr et certain. Comme ça, des deux, si je devais choisir les deux, je dirais PMU du coin. Après, je pense surtout que c'est une zone sombre, quoi. C'est un peu... t'as tout, quoi. T'as des gens qui cherchent l'amour, c'est un champ de bataille, en fait, tu vois. C'est vraiment ça, pour moi. Je l'avais pas mis en option, mais je prends. Voilà, c'est un champ de bataille, les applications de rencontre. Si tu devais incarner un méchant Disney, ça serait lequel et pourquoi? Hades, dans Hercule. Ah oui, ok. Bien pourquoi? sûr, pour les jeux de mots. Parce qu'il y a que des jeux de mots. Il fait que des jeux de mots. Si tu regardes Hercule, regarde, c'est un jeu de mots à peu près à la minute qu'il fait. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Ouais. Voilà. Sinon, attends. Ouais, parce que c'est celui, je trouve, qui est le plus drôle. Et que même, en fait, je trouve que c'est celui qui a le plus de... Je sais pas, qui faisait le moins peur déjà, clairement. Tu vois, un Scar, en vrai, il était quand même traumatisé. Et puis Scar, tu savais pas trop pourquoi il était méchant, tu vois, il avait juste envie d'être roi. Jafar, c'est un peu pareil, tu vois, c'est de la jalousie. Alors que Hadès, si tu regardes bien, c'est vraiment parce qu'il a été relayé en bas, tu vois, chez les morts, et qu'en fait, il en a ras-le-bol et qu'il aimerait bien, voilà. On voit le connaisseur de Disney. Hein. Vachement. Ah mais je peux carrément. Il faudrait que. Il y a pas quelqu'un qui fait un podcast. Tu veux pas faire un podcast que sur Disney? On en parlerait pendant 1 heure. Ah j'adorerais putain. Merci. Pourquoi personne n'a fait ça? Je comprends pas. Chez le psy, ça se transforme en super-héros ou en drama king? Non, super-héros, le psy. Ok. Te supporter toi-même au quotidien, c'est un marathon ou un match de boxe? C'est un marathon. Un grand marathon. Ton rituel anti-stress avant de monter sur scène, faire des pompes ou chanter Céline Dion à tue-tête? Alors, déjà, aucun des deux. Alors écoute, faire des pompes, non. Chanter Céline Dion, non plus, parce que j'ai une voix qui tient pas souvent. Non, mon rituel sur scène, c'est avant de monter sur scène, boire beaucoup d'eau, parce que je suis vite assoiffé. Et d'essayer de me souvenir de mon texte du début. Parce qu'avant de monter sur scène, j'ai tout oublié. Mais tout. C'est-à-dire je suis incapable de me souvenir de quoi que ce soit, donc j'essaie au moins de me souvenir des premiers mots, à savoir bonsoir la Comédie de Paris, par exemple, ce soir, je vais me répéter 30 fois. Bonsoir la Comédie. Oui, c'est ça. Bonsoir la Comédie. Ouais, ok, l'oublie pas. Parce que sinon, je suis capable d'arriver et de rien dire, tu vois. Mais voilà. Mais donc, je me répète juste ça. Ok. C'est ça mon rituel. Sinon, j'ai pas trop d'autres rituels. Si je me mets de la Sissi crème sur le crâne. Parce que quand je me rase, du coup, ça fait plein de trucs rouges de plaques. Et comme je me rase régulièrement, comme je monte sur scène et que j'ai pas la casquette, du coup, je mets pour que ça étale bien, pour que ça fasse nickel sur tout le crâne, tu vois. Parce que ça aplanit tout et ça enlève les rougeurs. Voilà. Totalement. Sissi crème, c'est magique. Voilà. De quelle marque? Herborian? Peut-être. Je sais pas. C'est vraiment un metteuse en scène qui m'a redescendu en disant. Tu mets ça. J'étais là, ça marche. Voilà, c'est tout. 5 mois de stand-up pour 1h30 de show. Est-ce que tu as un abonnement illimité à l'audace? Non, je sais pas. Tu crois que c'est de l'audace de faire ça? Je sais pas si c'est de l'audace ou de l'inconscience. Mais tu vois ce que je veux dire? De pas réfléchir à ce que tu fais.
Je crois que c'est ça ce que ça m'a apporté là, de monter sur scène, c'est que j'ai à aucun moment réfléchi à ce que j'étais en train de faire. Et c'est mes potes parfois qui me disent, mais tu réalises ce qui est en train de se passer là ou pas, que tu es en train de remplir des salles, que les gens viennent, que machin, que tu fais ton truc d'1h30 maintenant. Non, je réalise pas du tout. Je prends beaucoup d'amour des gens, etc. Ça, je me gorge de tout cet amour et tout, je suis ultra reconnaissant, mais pour moi, je me sens pas audacieux d'être monté sur scène. Je me sens juste à me dire, j'avais envie de monter sur scène, j'y suis allé, c'est trop cool, j'adore. Les gens répondent bien à ça en plus aussi, tu vois, derrière, donc ils m'envoient aussi beaucoup de choses. Donc je trouve que c'est du bonheur et peut-être aussi parfois de l'inconscience de justement, comme j'ai pas réalisé, j'y suis allé, quoi. Je fais un super épisode, c'est l'épisode 102 avec Pénélope Boeuf. Waouh, mais tu te souviens des numéros de ton... Ouais, mais c'est surtout qu'il sort demain et que je sais que c'est le 102. Je trouvais ça plus impressionnant que ça ne l'est, mais en vrai, bravo quand même. Et en fait, elle a vraiment ce mantra suivre ses envies. Et j'ai l'impression que toi, c'est ça aussi. Est-ce que c'est de l'audace? Est-ce que c'est de l'inconscience? En tout cas, c'est suivre une envie qui est là. Oui, mais parce que je peux le faire aussi. Attends, on peut pas toujours faire ce qu'on aime, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je trouve que c'est aussi un truc, tu vois, quand je dis justement qu'aujourd'hui je suis aligné et autres, tu vois, plus les gens entendront ça, plus comme toi, tu vas culpabiliser de toi pas te sentir aligné, tu vois. Mais derrière, c'est aussi parce que derrière, tu vois, j'avais ma boîte, que j'ai pu prendre mes vacances pour écrire mon spectacle, parce que c'est moi qui décidais de mes vacances. Donc oui, pendant 1 an, j'ai pas pris de vacances, j'ai écrit le spectacle, mais je pouvais le faire. Ouais. J'ai pu après me dégager du temps pour être en répète, jouer. Le lendemain après de jouer, de pas aller au boulot, parce que en fait, j'étais tranquillou en me disant non, bah là, les gars, vous vous démerdez, parce que moi, je suis KO, parce que je viens de faire mon truc. Enfin, en fait, il y a aussi beaucoup de choses où j'ai pu le faire parce que j'étais dans une situation qui permettait, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire aussi j'ai pu garder ma boîte tout en faisant le spectacle, mais en m'écartant un peu de ma boîte pour voir aussi si ça allait prendre ou pas, me dire oui, maintenant ça prend, donc c'est bon, je peux arrêter mon truc. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui font que c'est pas seulement un truc de waouh, j'ai tout abandonné, waouh, je me suis risqué et mon Dieu, ça a cartonné. Ça a été beaucoup de boulot aussi, c'est pas du talent, de machin, j'ai peu de talent forcément pour la scène, ça a été du travail surtout qui m'a permis de pouvoir tenir un spectacle au moins, tu vois. Donc je trouve, en fait, c'est moi, ça a été possible. C'est super, j'en profite à fond et tout, mais parfois on peut pas réaliser ses rêves aussi. Je dis pas que je trouve que bien vivre sa vie, c'est pas forcément réaliser ses rêves aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'aurais pu, enfin, tu peux très bien trouver du bon partout et c'est pas grave si tu réalises pas tes rêves. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'allais pas les réaliser et je continuais à vivre quand même et j'ai eu des super moments. J'aurais changé de boulot par contre, tu vois. J'aurais pas fait entrepreneur, je trouvais ça trop stressant. J'aurais repris un autre boulot où j'aurais pas eu d'équipe et pas de trucs et je serais parti dans un machin, tu vois, en salariat, tranquillou et bien, où j'aurais pu servir à quelque chose, mais dans un groupe. J'aurais plus fait ça. Et du coup, en fait, pour moi, tu sais, c'est toujours, j'aime bien dire, tu sais, il y a de l'extraordinaire dans l'ordinaire, quoi. C'est en fait l'ordinaire, c'est bien aussi parfois juste de te réveiller le matin, d'aller prendre un café avec tes potes et de machin. Bah en fait, tu vois, quand tu regardes tes vacances et que tu adores ces vacances là, c'est pourquoi, c'est que en fait, tu es avec des gens que tu aimes, il y a un peu de soleil, il y a rien d'extraordinaire là-dedans, tu vois, tu n'es pas en train de revivre. Mais en fait, c'est cette douceur et c'est tous ces petits moments qui pour moi font le bonheur et c'est pas forcément d'aller réaliser ses rêves qui fait que tu seras heureux. Parce que parfois aussi, les gens qui vont réaliser ses rêves, bah, tu tombes aussi sur d'autres choses. C'est qu'il y a le rêve, puis il y a la réalité. Tu vis pas dans un rêve. La scène, c'était mon rêve. Maintenant, je découvre aussi la réalité de certains trucs, tu vois. De certains milieux, de ce que ça demande aussi sur moi, mon corps. Comme ça m'a fait changer toutes mes mauvaises habitudes, tous mes trucs. Parce que je suis tellement connecté maintenant avec mon corps à monter sur scène que les soirées avec les potes, quand ils me disent allez viens un anniversaire et machin et autres, bah moi j'y vais mais je reste pas tard parce qu'après je suis fatigué. Donc là je vois pas mes potes pendant, ça fait 1 mois que j'ai pas vu mes potes, tu vois, ils seront là ce soir c'est ma dernière mais je pars demain à Caen, donc ils sont là, on va fêter ça ce soir, moi je serai là, bah vous fêterez ça pour moi mais moi non, machin. Donc en fait t'as aussi une autre vie, ça arrive avec d'autres choses, parfois tu pars en tournée, du coup tu vois pas les gens que t'aimes, enfin, et tu vois, et ça c'est la réalité aussi. Et en vrai ça va, comme métier c'est pas très difficile, il y a des gens qui se font des heures à se lever à 3h du mat pour leur boulot, avec de la pénibilité, à finir avec de l'arthrose et à la fin voilà. Donc en vrai c'est un très bon boulot, je suis très content tout ça, mais j'ai pas envie que les gens tu vois,
on survend tellement ce truc de rêve et de dire regardez, waouh, ce gars-là il est parti de rien, il a eu un buzz, ce gars-là machin, il a eu de la oui, mais en fait derrière, les gens qui ont une vie normale et qui sont bien et qui, tu vois, et qui réalisent pas leurs rêves, et ben ils ont le droit d'être heureux aussi, ils peuvent l'être aussi, quoi. C'est pas grave de pas réaliser ses rêves. Voilà, je le dis. Pardon, mais c'est que parfois je m'entends et je vois et quand t'as dit ce truc de je vois que t'es vachement aligné, etc. et autres, c'est qu'on a vite tendance à renvoyer ce truc là, tu vois. Évidemment je suis très heureux aujourd'hui et j'avoue je suis très très heureux, c'est super, c'est trop bien, je profite de chaque instant et tout, mais putain, qu'est-ce que tu m'aurais interviewé il y a un an, c'était pas le cas, quoi, tu vois. Et puis dans un an ça se trouve ce sera repas le cas, là c'est juste dans une phase où je suis très heureux et tout est bien, et donc en gros je veux pas que ça crée de la culpabilité chez les autres de me dire que moi, tu sais, je vais bien et que tu dis, ben voilà, lui, il a réussi. Alors oui, ça veut dire que tout le monde peut réussir, mais ça veut pas dire que faut forcément réaliser ses rêves. Je me répète, mais je le dis, voilà. Parce que moi, quand je voyais ça me culpabilisait avant, tu vois. Quand je voyais les gens réaliser leurs rêves alors que moi, je l'avais pas réalisé. Je trouve que c'est un très bon éclairage, effectivement. Avant de terminer, oui. J'ai fait ta numérologie. Rapidement. Alors attends, faut que tu me réexpliques ce que c'est que la numérologie. C'est l'énergie des nombres de ta date de naissance. Ok. Également de ton nom, etc. Mais ça, j'avais pas, donc j'ai uniquement utilisé. On t'a pas passé mon nom de famille? Non, bah après, j'ai un jouet. Ça demande quand même 2 heures, tu vois, de séances quand je fais des séances de numérologie. Donc pour le coup, je suis passionné de numérologie. Attends, t'as pris 2 heures pour me faire ma numérologie? Non. Quand je fais des séances à des gens, ça dure 2 heures. Ok, je croyais. C'est souvent un éclairage pour moi d'utiliser ça dans mes interviews pour voir un peu tes ambivalences. Et en fait, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que, en fait, déjà, ce qui m'a choqué, c'est que tu as ouvert une nouvelle page de ta vie l'année dernière, puisque tu étais en année 1. Et année 1, c'est le début d'un cycle. Ok. Et en fait, là, tu ouvres un cycle de 9 ans que tu as débuté en 2024. Donc, fin de carrière en 2023. 23 Non, 33. Non. La prochaine carrière. Ouais, bon, venez au spectacle parce que ça ne durera que 9 ans. Merci, si vous pouvez venir maintenant, ça m'arrangerait. Si évidemment non, mais en tout cas, c'est des bons cycles. C'est comme si tu t'étais écouté au bon moment pour commencer un nouveau cycle. Et je trouve toujours étonnant à quel point, dans la temporalité, les changements de vie sont souvent liés à des cycles. Ok. Donc, c'était le premier point. Mais en tout cas, dans ta date de naissance, j'ai pu constater que tu avais un objectif de vie 2. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le 2, il est doux, sensible, il accompagne pour faire grandir, faire évoluer, il est empathique, réceptif, il a une énergie plutôt féminine, il aime s'associer, assister, collaborer, travailler en binôme, il aime collaborer, écouter. Par contre, il peut être plein de doutes, complexé, indécis, influençable et manquer de confiance en lui. Ça te parle ou pas? Bah ouais, vachement. C'est vachement bien. Tout ça dans ma date de naissance? Ouais. Ça veut dire que tous les gens nés le 14 juin, ils sont tous comme ça. C'est fou. On pourrait tous se retrouver. Alors ouais, mais tu vois, pour te donner un exemple, j'ai une amie qui est née la même date que moi, de naissance. On a des points communs ahurissants. Ah ouais? Ahurissants. Si on regarde notre numérologie, on a des points communs. C'est fou. Qui sont assez. Et c'est par rapport à. C'est parce que les alignements de planètes, etc. Et autres, alors là, même pas du tout. Alors, je pourrais même pas faire un cours exact de numérologie, mais l'énergie des nombres date de Pythagore. Okay. En fait, j'avais même fait une interview avec Harry Roselmack, un journaliste qui m'avait expliqué que la naissance du monde, c'est des nombres à la base. Ça a été des calculs. Attention, je ne sais pas de la physique, je ne sais pas te... Non, mais tu m'as là, hein, je suis dedans, moi. Mais cette énergie, en tout cas, a créé des nombres. Et depuis maintenant, tout ce temps-là, il y a des énergies sur les nombres. Ok. Ah ouais, c'est fou. Non, oui, bien sûr que ça me parle. Ça me parle. Puis le manque de confiance en soi aussi, bien sûr, évidemment. Puis plein de trucs. Je trouve qu'on doute toute sa vie. Et moi, je doute aussi beaucoup, souvent, hein, tu vois. Mais je me remets vite en question et j'avance surtout. En fait, c'est surtout ça. Doute, galère, pleure, fais tout. Mais mets encore un pied devant l'autre, tu vois. Ouais. C'est ça, moi, c'est ce que je me dis souvent. Je me dis, gros, même si ça va pas, avance. Au pire, tu te prendras un mur, tu vois, mais au moins tu feras demi-tour et tu changeras de direction parce que c'était pas la bonne. Mais viens, tu vas jusqu'au bout, tu vois, stagne pas, parce qu'en stagnant, à la fin, tu t'enterres, justement, tu vois. Et ce qui était intéressant, c'est de voir qu'il y avait une ambivalence avec toi. Oui. Puisque tu as un chemin de vie 5, et que le 5, il est adaptable, curieux, audacieux, il aime avoir plusieurs activités en même temps, une forme de polyvalence, il ne supporte pas la routine, il aime la liberté, la variété, le mouvement, aller sur des nouveaux chemins. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai parce que du coup, je
pas éternellement insatisfait. Mais tu vois, là, je sais déjà ce que je veux faire après le spectacle, après le premier spectacle. Et du coup, je me freine, moi, pour ça. Parce que sinon, là, déjà, je veux écrire un livre. Puis après, je sais déjà ce que je veux faire pour le deuxième spectacle. Et puis, enfin, tu vois, j'ai déjà plein d'envies et de trucs et donc, j'essaye aussi de faire chose par chose, tu vois. Ouais. Parce que, voilà, le spectacle, il va encore grandir. Je vais encore le tourner pendant 1 an et demi au moins ou 2 ans. Donc, il y a de la marge, tu vois. Donc, j'essaie de... Mais oui, j'ai envie de faire tellement de choses. Et puis, maintenant que j'ai touché au créatif, oh là là, c'est quand même le meilleur, quoi. Genre, tu peux faire des choses de ce qui te sort de ton cerveau comme idée. Moi, là, tu m'arrêtes plus, là. C'est pour ça qu'à un moment, moi, je m'arrête tout seul en me disant, Antoine, tu te calmes. Parce que sinon, vraiment, je pourrais faire que ça. Je pourrais faire que créer des trucs, tu vois. Que réécrire d'autres choses, refaire d'autres choses encore en vidéo. J'aurais envie d'aller jouer des personnages au ciné. J'aurais envie j'ai envie de faire 14 000 trucs, quoi. Et donc, je me dis, attends, déjà, on va commencer. Parce qu'il y a quand même 6 mois, t'avais pas du tout cette vie-là. Donc, déjà, deviens comédien, vraiment. Ouais. Prends le temps de t'améliorer déjà sur tout ça. Et puis après, tu deviendras écrivain, tout ce que tu veux plus tard. Mais déjà, avance petit à petit, quoi. Et le conseil que je peux te donner pour cette année, d'ailleurs, c'est que vu que tu es en année 2... Ah oui, donc du coup... une année de collaboration. En tout cas, de voir comment tu peux collaborer, sachant qu'il y a Pas faire les choses tout seul. J'enfonce une porte ouverte, mais parce que je sais ce que tu fais. Mais en fait, c'est même pas une énergie 2, tu as une énergie 11 qui est un maître nombre. Et ça demande... Enfin, c'est pas que ça demande, ça t'invite à aller sur du collectif. Ok. Bon. De la jouer collective. Pour un seul en scène, ça n'a pas été. Non, mais en fait, tu la joues collective parce que tu as un public. C'est-à-dire qu'il y a. Oui, en fait, tu t'accompagnes à faire grandir du collectif. Oui, complètement. Donc, tu es en plein dedans. Et ça, ce qui est pas intéressant, c'est que c'est ce qui t'est demandé de faire cette année. Vu qu'on est en année universelle 9 2025, en arrêtant des choses qui ne te conviennent plus. C'est comme si tu devais aller à la cave, finir les cartons et jeter ce qui ne te convient plus. C'est drôle parce que c'est exactement ce qui va se passer dans à peu près 2 semaines. Je vais fermer ma boîte. T'es en plein Définitivement. T'es en plein dedans. Voilà. Et amener à une forme de collaboration ton objectif d'année. Donc, je sais pas comment tu pourrais collaborer davantage au-delà du collectif que tu fais déjà. Mais en tout cas, davantage, ça pourrait t'amener à une collaboration avec quelqu'un ou une boîte ou quelque chose qui va vraiment te soutenir. Trop bien. Aussi pour la fin d'année. J'adore. Pour aller plus loin. C'est incroyable, merci. Et l'année prochaine sera en année 3, c'est la créativité à foison. Waouh, ok. Donc, fallait pas, tu me le diras pas 2 fois. Alors là, dès le 1er janvier, c'est fini. Il y aura 14 000 trucs. Et on est quand même à son 8e livre, on est qu'en 2026, hein. C'est quand même compliqué. Mais non, mais c'est trop bien. La création, la créativité, tout ça, c'est le meilleur. J'adore. Enfin, c'est meilleur pour moi en tout cas. Je terminerai avec cette dernière question. Qu'est-ce que t'as osé de plus grand dans ta vie ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Oh bah là, je pense que pour l'instant en tout cas, qu'est-ce que j'ai osé de plus grand ? Attends. Bah quand même de monter le spectacle, etc., de l'écrire moi-même, de me dire ok vas-y, je le monte et autres, et je me mets sur scène et je le joue. Ça c'est un des trucs que j'ai réalisé. Après, ce que j'ai réalisé de plus grand pour moi dans ma vie, vraiment, c'est mes amitiés. C'est vraiment, moi, c'est d'avoir des amis incroyables. Et ça, c'est ma plus belle réussite au monde, c'est mes copains. Voilà, vraiment. Je t'en avais déjà entendu parler, je sens qu'il y a quelque chose d'assez dingue dans les relations. Tu as même fait un réel il n'y a pas longtemps sur les colocs, le fait de se retrouver en coloc, les colocs de personnes âgées. Tu vois, ça ce serait génial, toi qui n'as pas envie de vieillir. Moi je trouve que moi, tu vois, quand je me suis dit, mais attends, mais t'imagines, je pourrais être en coloc avec mes potes, on serait tous vieux, tu vois, même qu'ils soient en couple ou pas, mais juste de partager une maison comme ça, un truc avec une piscine, à se marrer, à être là, qu'est-ce qu'il y a, bah merde, je me suis chié dessus, attends, tu vois, et que tout le monde se comprenne sur tous ces trucs. Encore une fois, qu'est-ce qui t'arrive, et de te dire t'es avec tes copains et tout machin. Je me suis dit ça en fait mon cerveau il s'est vraiment dit mais en fait là j'ai trop envie d'être vieux. Ça y est, en fait j'ai envie de ça, et en fait tu vois c'est ça, c'est de jeter du positif dans le futur et de te dire du coup ça te donne des points, tu sais, où t'as envie d'arriver et tout. Après bon, tes potes ils voudront peut-être pas faire ça, et voilà, et puis ça peut arriver, mais je pense que c'est l'avenir et ça te donne envie de vieillir, non ? Du coup, non ? Oui, c'est vrai que dit comme ça, effectivement, entre guillemets, l'amour des autres dans un cocon où on se sent bien. T'as sûrement du 6 en numérologie, il faudrait que je creuse, mais t'as sûrement du 6 qui se balade. J'ai tous les chiffres en fait. Non, ça m'étonnerait, mais le 6 peut-être. Mais est-ce que c'est pas
cette relation fusionnelle que tu as avec tes amis qui t'empêche de rencontrer quelqu'un? Non, parce qu'on n'est pas non plus... Enfin, je dors pas avec et machin, etc. Non, pas du tout, en vrai. Mais c'est juste que... Tu vois, c'est parce que c'est drôle, c'est que tu cherches encore une raison pour laquelle je suis célibataire, quoi. Est-ce que moi, je chercherais une raison si tu me disais t'es en couple ou pas? Non. Non. Voilà, si t'étais en couple et que je te disais... Mais pourquoi... Enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas parce que t'es en couple que ça t'empêche aussi peut-être de voir plus tes amis et que du coup, tes amitiés, où tu vas peut-être mal... Pourquoi on cherche des raisons? Je suis trop bien célibataire et je suis trop bien avec mes copains. Et mon camembert, moi, de l'amour et du couple, il est à 10%. Donc ce sera super. Et surtout, moi, je me dis, tu vois, je veux pas d'enfants, etc. Donc moi, je me dis, attends, je réussis. J'ai déjà vachement bien... Attends, ma famille, ça va, tu vois. Genre vraiment, je les aime d'amour. Ils sont super. J'ai une super maman, un super papa, un super frère et tout. Ils seront dans le deuxième spectacle parce qu'en plus, ils me fournissent vachement de choses à raconter. Donc c'est super. On les aime d'amour. Il y a ce qu'il faut de trauma et tout. C'est super. Donc après, j'ai des super amis. Bon, trop bien. Là, en ce moment, ma vie professionnelle, ça commence à... Voilà. Oh là là, mais à 50 ans, je bosserai ma vie sentimentale, tu vois. À 50 ans, je serai un peu ouvert en me disant, bon, tiens, maintenant... oh, bon, allez, go, pour tester ce que c'est que être heureux en couple aussi. Pourquoi pas? Et puis si ça arrive pas, je m'en fous. Mais vraiment, moi, je trouve que... c'est pas mes amis qui m'empêchent d'être en couple, etc. C'est juste déjà, personne ne fait vibrer mon petit cœur, donc je vais pas me forcer. Et puis, parce que surtout, ça me rend tellement pas triste, tu vois ce que je veux dire? Je suis trop bien là. Là, j'ai de compte à rendre à personne. Je trouve que c'est une vraie liberté aussi, et c'est super. Et c'est pas grave. Et en plus de ça, j'ai pas forcément pour l'instant l'envie de créer une famille et tout un truc et de reproduire tout ça. Donc ça va. Et puis si à la fin on finit en co-living avec mes potes, bon bah voilà, maintenant les gens qui me disent oui mais plus tard tu finiras tout seul, je leur répondrai non, parce que tu vois finalement avec mes amis, hein, parce que toi à force d'être en couple tu n'as pas réussi à bien bosser tes amitiés. Bah alors elle est morte ta femme et maintenant t'es tout seul. Non, tu vois, je trouve que c'est aussi ridicule dans un sens ou dans l'autre, quoi. C'est juste en vrai, vraiment, c'est pas mes amis qui m'empêchent d'être en couple, c'est moi-même qui en ai pas forcément envie, quoi. Donc, tu as raison de remettre l'église au centre du village. Merci. Et allez, ça reparle d'église, donc de mariage et machin. On peut pas t'empêcher, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Je rigole. Non, encore l'église. Non, je veux pas me marier, Nico. Putain, il insiste. Non, oui, c'était important quand même. Merci en tout cas d'avoir Merci à toi. Merci. été là. Je pense que c'est moi ce que je retiens de notre échange, c'est à quel point on peut vivre finalement. Un peu rien. Ce que je retiens, c'est pas tant de choses. Si, mais en fait, justement, c'est ce côté-là, c'est arrêter de chercher forcément à briller dans ses rêves, mais juste de voir qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on a envie de faire, sans chercher une vie hollywoodienne, peut-être quelque part. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis de bouger avancer petit à petit. Bouge les lignes quand ça te va pas, essaye d'avancer tant que tu le peux. Et essaye de pas être trop dur avec toi-même et de pas culpabiliser quand tu vois la vie des autres, en tout cas. Voilà. On peut te retrouver sur Instagram, Antoine Officieux. Tout à fait. Également sur ton site internet. Alors j'ai un petit Linktree, tu sais, où il y a toutes les dates de tournée et aussi bientôt les dates à la Comédie de Paris, puisque je reviens à partir de septembre là-bas. Donc, mais franchement, courez-y. Et honnêtement, moi je reviendrai te voir. Hein. Ah mais merci. Je pense que j'ai besoin de le revoir une deuxième fois. Les gens me disent parfois, on revient. Je retourne. Mais viens reprendre ton shot d'amour quand tu veux au théâtre. T'es le bienvenu. Merci beaucoup Antoine. Merci à toi. À bientôt. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cet échange avec Antoine a pu t'inspirer. Je trouve que c'est quelqu'un de tellement touchant, quelqu'un qui respire en tout cas cette authenticité, cet amour et cette bienveillance. Et ça fait du bien dans ce monde dans lequel on vit d'avoir des personnes comme ça qui font du mieux en tout cas pour incarner ces valeurs-là. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un petit commentaire. Tu sais que ça aide grandement ce podcast à faire sa place. Ça ne te prend que 2 petites secondes. Et je te dis en tout cas à très très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!